Tous, merci d'être venus pour nous écouter. Je reconnais certaines personnes devant. On va parler ensemble d'un projet à Marseille. Donc on va zoomer vraiment sur la ville de Marseille, sur un projet agricole, un parc agricole, mais qui est en lisière de ville. Donc en fait, c'est un parc agri-urbain qui mélange des enjeux de paysage, d'écologie et d'agriculture. Tout ça proche de la ville. On va vous expliquer comment avec Mathieu. Donc Mathieu Coquet, je te laisserai te présenter, Mathieu, ouais, qui est architecte paysagiste, et moi je suis consultant en agriculture urbaine. Donc, comme on va vous expliquer notre duo, en fait, comment on a travaillé ensemble pour arriver à mettre en place ce parc agricole en lisière de la ville de Marseille. Vas-y, oui. Mathieu, je te laisse te présenter. Ouais. Merci Guillaume. Donc bonjour, Mathieu Coquet, je suis paysagiste concepteur à l'agence Stoa à Marseille. Et donc sur la conférence de ce matin. Donc voilà, en 3 temps, regardez comment on peut s'appuyer sur le passé pour innover, s'approprier le territoire sous différentes thématiques et développer une stratégie agro-paysagère. Comme le disait Guillaume, ce qui nous préoccupe ce matin, donc c'est un parc agricole, mais qui n'est pas du tout perdu au milieu de grandes terres agricoles. Il est en lisière de l'aire urbaine de Marseille. Donc vraiment le lien entre, vous voyez, le centre-ville, les quartiers nord et le massif de l'Étoile. Et comment est-ce qu'un projet d'urbanisme, un projet de paysage va pouvoir assurer le lien entre la ville et le milieu naturel. Aujourd'hui, on parle d'un territoire d'à peu près 350 hectares. Il y a déjà de l'agriculture, 40%, mais seulement 10% cultivés, on y reviendra. On parle de potentiel agricole à réactiver dans le cadre du projet. Et il y a 25% d'espaces de nature et 35% d'espaces urbains, parce qu'en fait, c'est collé à la ville. Il y a déjà 4500 personnes qui vivent, qui travaillent, et donc on doit vraiment concilier tous ces enjeux agricoles, sociaux, pour produire un projet de paysage dans lequel les gens vivent. Rapidement, la mission, donc l'agence Toa, j'ai eu le plaisir de piloter cette équipe avec donc Guillaume pour l'Institut Astre d'Or qui lui a chapeauté ce qu'on a appelé le pôle agricole, qui était constitué donc d'Astre d'Or, Agrouf, Culture Permanente et le GRAB, avec chacun des spécificités pour pouvoir couvrir toute la compétence nécessaire pour le milieu agricole. Une expertise écologique bien entendu nécessaire avec le bureau Ecomed et l'aspect concertation avec le bureau d'ingénierie sociale Chorus. C'était une étude qui a été portée par la métropole Aix-Marseille. Pour autant, il y avait tout un consortium de partenaires, que ce soit des acteurs publics comme la ville, la Soleam, la région, mais aussi, bien entendu, on a travaillé avec la SAFER, etc. Et quelque chose de très important aussi, le laboratoire de recherche avec le comité technique et de l'université. En fait, il y avait aussi un comité scientifique. Donc c'est un peu une innovation dans le paysage, c'est de lier la science, un suivi vraiment rationnel de l'aménagement et du territoire, et l'opérationnalité avec un architecte paysagiste accompagné d'expertise. Donc c'est assez original cette partie-là. Donc on va commencer par travailler sur l'histoire du lieu. Ce qui est toujours important quand on développe un projet de cette grandeur-là, c'est de réfléchir et d'essayer de retracer le passé. Notamment le passé agricole. Alors là, vous voyez sur ces 2 cartes, on ne voit pas très bien, mais il y a un avant et un après canal de Marseille. À Marseille, il y a eu l'eau qui est arrivée en 1903 exactement, et l'eau a métamorphosé en fait le paysage à proximité de la ville. L'eau a apporté finalement un changement radical des pratiques des agriculteurs. Ils sont passés du triptyque méditerranéen qui était l'olive, le blé et la vigne, donc des cultures très sèches, donc qui développaient un paysage de garrigue un peu à la Marcel Pagnol, que vous voyez dans les films. Et dès que le canal est arrivé, quelques années après, grâce à l'eau, par gravité, c'est parti en verger, maraîchage et prairies humides, presque humides en fait. Donc avec de la culture, de l'élevage aussi beaucoup. Et on est dans un territoire qui s'est donc métamorphosé avec l'arrivée de l'eau. Et Mathieu, un territoire qui aussi était axé autour de ce qu'on appelle des bastides. Des bastides, ce sont des grands territoires de personnes qui ont beaucoup d'argent, souvent des armateurs, qui pouvaient finalement aller en vacances, en villégiature, à proximité de Marseille. Donc ils partaient en calèche, ils partaient 30, 40, 50 minutes, ils arrivaient dans leurs bastides, et les bastides, c'était des lieux de ferme en fait. Il y avait des métayers qui entretenaient le territoire pour ces grands armateurs. Et aujourd'hui, en fait, on va, alors peut-être pas tout de suite Mathieu, mais le territoire des quartiers nord, on entend souvent à la télévision, dans les séries, sur Netflix, les quartiers nord de Marseille. En fait, les quartiers nord, c'est des cités qui sont sur des territoires bastidaires. Donc il y a à la fois ces bastides qui sont encore existantes, certaines sont classées au patrimoine, pas mondial de l'UNESCO, mais au patrimoine architectural remarquable de Marseille. Et puis d'autres ont vendu finalement leurs parcelles pour construire
des tours, des HLM ou des lotissements. Donc on a un assemblage un petit peu biscornu au niveau urbain dans ce territoire du quartier nord de Marseille. Et donc notre parc agricole s'inclut dans cette dynamique de territoire très morcelée, où on a encore des résidus finalement d'une agriculture passée, un peu enfrichée, avec des agriculteurs qui finalement n'ont plus envie de relancer leur agriculture et préfèrent vendre leurs parcelles à des promoteurs immobiliers. On a aussi des agriculteurs qui tentent de relancer des activités. Donc on a un mélange comme ça assez intéressant autour de ce territoire de Bastide, des agriculteurs en place, des agriculteurs qui vendent leurs terres. Et en fait, Mathieu va vous montrer l'image d'après, je crois. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça le parc agricole, c'est un contraste. Voilà, donc comme le disait Guillaume, aujourd'hui le territoire est en attente d'une ligne directrice, de savoir est-ce qu'il va continuer à être complètement urbanisé et effacer tout ce potentiel agricole, ou est-ce qu'au contraire on va avoir un projet un petit peu plus résilient et se tourner vers l'agriculture. Et aujourd'hui vous voyez ces parcelles agricoles en friche et la proximité de la ville avec ces grosses opérations immobilières qui grignotent à coup de projet d'urbanisme. Aujourd'hui, il y a un coup d'arrêt sur l'urbanisme pour justement se reposer la question est-ce que c'est judicieux à cet endroit-là ou pas de construire. Et c'est tout l'objet de cette étude, parce que si on arrête de construire, il faut qu'il y ait un projet. C'est pas juste on s'arrête et puis on regarde ce qui se passe. Donc si il n'y a pas un projet, une ligne directrice sur lequel les acteurs privés vont pouvoir avoir d'autres visées que vendre à des promoteurs, c'est ce qui se passera indéniablement. Et donc le projet du parc agricole vient justement en réponse, et c'est l'intitulé de cette intervention. Donc le parc agricole en réponse à l'étalement urbain. Juste un mot, voilà, parce qu'on oublie souvent, pourtant ça a vraiment été inclus dans la démarche. Aujourd'hui, on part sur un territoire vivant et habité avec, comme on l'a dit, il y a des emplois, il y a des associations, il y a des centres médicaux, des entreprises, etc. Et ils font partie du parc agricole et on doit aussi composer avec. Ils doivent pouvoir se déplacer, ils doivent pouvoir vivre, ils doivent pouvoir travailler. Et voilà, c'est pas simplement produire un objet agricole productif, mais c'est aussi intégrer cette composante humaine. Et en fait, le parc agricole, ce n'est pas une invention marseillaise, hein. C'est une invention historique, notamment italienne, aussi espagnole. C'est en fait une manière de préserver les territoires agricoles à proximité des villes. On appelait ça les lisières agricoles, les ceintures vertes, etc. Les Italiens et les Espagnols ont été précurseurs. Ils ont commencé à sanctuariser ces espaces dès les années 60-70, en créant vraiment des lieux de protection agricole autour des villes pour offrir aux villes une forme de résilience alimentaire. Donc c'est cette notion de parc agricole. Aujourd'hui, ça a été un peu revisité par les urbanistes, notamment, qui inventent le terme de parc agri-urbain. Donc on mélange l'agriculture et la ville au sein d'un parc. Et ça mélange des enjeux de paysage, donc avec des aménités de fonction urbaine. Il faut pouvoir se promener à l'intérieur, des jeux d'enfants, des voies douces de circulation, piétonnes ou cycles, et en même temps une production agricole à proximité. Donc on a des usages qui sont comme ça mixés, avec des co-visibilités, avec des choses à résoudre en fait, hein. Du vandalisme aussi, on a certains problèmes aussi quand on est proximité des villes, les gens viennent aussi possiblement piquer des fruits et des légumes. Et puis on a finalement un enjeu qu'on va retrouver à Montpellier, qu'on va retrouver aussi alors Lyon, il y a eu le parc Méribel-Zonage, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais ici, qui a été aussi inventé, dessiné dans les années 70-80, et le parc Méribel-Zonage est aussi finalement une forme de parc agricole. Il n'est pas tant que ça urbain, mais c'est de la terre agricole préservée par les urbains qui ont décidé que ces terres-là devaient être préservées. Et donc il y a une chercheuse qui s'appelle Giulia Giace, qui est italienne, qui aujourd'hui travaille à AgroParisTech, qui on a des partenariats sur d'autres programmes, et qui a vraiment beaucoup travaillé sur cette notion de parc agricole, qui sont en plein développement, hein. C'est pour ça que je pense que c'est important pour les paysagistes, concepteurs et aussi entreprises de savoir que ça est en train d'arriver en France de manière assez puissante. Il y a beaucoup de villes, Montpellier, Nantes avec Doulon-Gohard, en Ile-de-France, il y en a 4 ou 5 qui sont en train de se déployer. Et on ne parle pas de petits parcs de 2-3 hectares. On parle de parcs de 50, 100, 300 hectares. Donc ça représente des aménagements importants qui sont en partie faits, on va le voir, hein, par les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'on leur distribue des parcelles. Mais aussi, il faut pouvoir circuler entre ces parcelles, offrir finalement des espaces pour les habitants, de la biodiversité, hein, parce que là, vous allez voir dans la seconde partie de la présentation, ça va être cette dualité, entre guillemets, hein, entre écologisation de l'espace et production agricole. Et comment le paysagiste
peut arriver à lier les deux, parce que c'est pas simple de lier agriculture et écologie en fait. Pour les écologues, vous allez voir, c'est pas forcément compatible. Et pour l'agronome, l'écologiste, parfois, c'est pas non plus facile de lier tous ces enjeux. Et le paysagiste est arrivé en interface là. Donc je te laisse la parole, peut-être, je crois, ou c'est moi ça. Vas-y. Non, c'est moi toujours. Donc, en fait, on a commencé par faire un diagnostic du territoire, comme on fait toujours en architecture du paysage et dans les études. On a diagnostiqué les agriculteurs, on a été les voir sur place, on a été étudier les sols, on a fait des enquêtes. Alors, il y a 42 hectares déjà cultivés sur le territoire du parc agricole de l'Est. Donc, c'est déjà en place. Ça vivote, c'était pas non plus très dynamique. Il y avait des jardins familiaux, on a plus de 13 hectares de jardins familiaux. Donc ce sont les plus grands jardins familiaux de Marseille. Donc c'est quand même une grosse parcelle, une grosse dynamique. Vous les voyez toutes à la partie voilà, en orange ici. Et puis on avait des professionnels. Alors on a des gens qui produisent du mesclin en monoculture. Alors je ne sais pas si ça vous parle du mesclin, mais c'est de la salade en monoculture. Donc ça, quand un écologue il voit ça, il est là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces parcelles. Donc on va voir comment on peut travailler avec ces agriculteurs pour essayer de les faire muter aussi et qu'ils puissent résoudre certains enjeux agroécologiques. Et puis on a des agriculteurs qui se sont installés assez récemment, notamment des architectes paysagistes qui se sont re-questionnés, qui ont créé une ferme qui s'appelle Terre de Mars, qui est relativement connue à Marseille, qui est une ferme qui a été inaugurée en 2014, donc assez nouvelle. Et là on est sur du maraîchage bio-intensif, en vente directe, en AMAP. Donc ça, ce sont des formes très contemporaines qu'on va retrouver à proximité des villes. Et puis, récemment, la métropole a lancé un appel à manifestation d'intérêt, donc ce qu'on appelle un AMI, pour trouver des agriculteurs sur des bouts de parcelles que vous voyez ici même, voilà, sur 3 parcelles, pour aller chercher des jeunes et des moins jeunes, hein, on va dire des nouveaux agriculteurs, pour s'installer sur ces parcelles. C'était une esquisse de ce parc agricole, donc on avait déjà un germe de déploiement de l'agriculture au sein de ces espaces. Voilà pour le diagnostic. Là, rapidement, donc Astrodor et mon bureau d'études, on arrive à fournir ce type de données à des paysagistes concepteurs pour leur faire comprendre et pour partager un diagnostic de pédo-agronomique où on fait des analyses de sol avec des sondages, on analyse les caractéristiques physiologiques du territoire pour voir est-ce que c'est accessible pour des agriculteurs, quelles sont les parcelles de bonne qualité, les vents dominants, l'orientation. Et on fait vraiment un travail à la parcelle pour essayer d'identifier les potentialités d'agriculture, mais aussi, et là c'est la slide suivante Mathieu, là je te laisse la parole, sur l'écologie de ce territoire. Oui, donc une dimension très importante, l'écologie. Au démarrage de l'étude, on avait une commande claire. Le parc agricole doit être écologique et vertueux, sinon il n'existera pas. Donc les écologues ont fait le même travail que les agronomes. Ils ont regardé par leur phase diagnostique. Et donc voilà, on se rend compte, Guillaume parlait tout à l'heure du territoire morcelé. Donc ça, vous voyez la mosaïque aujourd'hui de biotopes, d'écosystèmes différents. Donc aujourd'hui, chacun est derrière son petit mur, sa clôture, et tout ça ne fonctionne. C'est très fragile. Une écologie fonctionne pour autant. Ce qui nous ont expliqué les écologues, c'est que même si c'était fragile, on pouvait continuer à garantir la fonctionnalité. Ce qu'on a demandé aux écologues, c'est pas de regarder à la parcelle, est-ce que telle espèce, tel plant doit être conservé, mais c'est comment est-ce que le territoire fonctionne écologiquement. Et pour que le territoire fonctionne écologiquement, sans grande surprise, il faut établir des liens depuis le milieu naturel, préservé, jusqu'à travers le parc et jusqu'en ville. Et en fait, vous voyez sur cette carte en rouge tout ce qui est jugé comme des obstacles aux transitions écologiques, c'est-à-dire toutes les routes, les infrastructures, les bâtiments, etc. Et donc, tout ça nécessite un travail assez fin de la part des écologues. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque une surprise, mais il y a quand même une certaine richesse écologique, mais pour autant, l'équilibre est tellement fragile que si on venait briser cet équilibre fragile, on perdrait des fonctionnalités écologiques. Et après, ce qui se passera, on ne le garantit pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui se développeront, mais pour autant, on n'est pas en mesure de le garantir. Et le travail de l'écologue, c'était de garantir, de maintenir, d'augmenter, de restaurer la fonctionnalité écologique. Quand on a regardé justement, donc les agronomes ont fait leur diagnostic, ils ont établi des potentiels agricoles sur le territoire. Les écologues ont fait leur diagnostic, ils ont établi des parcelles sur lesquelles pour eux c'est très important que l'écologie soit le critère numéro 1 pour pouvoir assurer cette fonctionnalité.
Ben, sans grande surprise, il y a des zones de friction, c'est-à-dire des zones où l'agronome dit mais moi c'est top, j'ai le meilleur sol, le meilleur ensoleillement, j'ai l'eau à proximité, c'est accessible, etc. Il faut qu'on puisse produire. Et l'écologue dit mais moi on est sur un corridor écologique, il y a une prairie ouverte, elle est magnifique, ça fonctionne très bien, on a le cycle de toutes les espèces, etc. Et donc de là commencent les discussions, on en amorce la phase projet, de comment pouvoir concilier cette agriculture et cette écologie. Et donc justement, c'est là où c'était très intéressant et le rôle de paysagiste concepteur de se nourrir de ces différentes expertises techniques très précises pour pouvoir constituer une vision d'ensemble sur le territoire, sur ces 400 hectares. Et donc le but a été justement d'arrêter de travailler sur une opposition entre agriculture et écologie, ce qui n'est pas évident, pour avoir une approche, une stratégie agro-paysagère. Encore une fois, c'est comme pour les parcs agricoles, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui existe, qui se met en place de façon très différente. Et on a basé notre approche là-dessus, sur la complémentarité plutôt que l'opposition. Donc pour développer cette stratégie agro-paysagère, justement, on a commencé à avoir de façon classique, comme on travaille sur d'autres projets de territoire, on travaille par scénario pour voir justement quelles sont les grandes tendances, quelle couleur est-ce qu'on veut donner à ce parc. Et en fait, quand on a demandé justement à l'écologue, on dit si tu devais dessiner le parc avec la fonctionnalité écologique au taquet, que ça fonctionne très très bien, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, on se rend compte qu'on a des fonctionnalités écologiques à travers tout le parc, mais qui figent complètement toute autre activité, qu'elle soit agricole ou pas. Et donc, comme on l'a dit, ce parc, il doit être productif, et puis il y a toujours des gens qui y vivent, donc on ne peut pas figer, on ne peut pas muséifier pour l'écologie, on ne peut pas faire une réserve écologique à cet endroit-là. De même, lorsqu'on a demandé au pôle agricole, maintenant, si on regardait tout le pôle, tout le potentiel agricole, si vous lâchez, regardez, vous pouvez diversifier toutes les formes, qu'est-ce que ça donne? Et on se rend compte que quasiment tout le parc, tout le foncier qui n'est pas aujourd'hui bâti passerait en agricole. Et là, on se rend compte du coup, les continuités écologiques n'existent absolument plus entre le milieu naturel et la ville. Donc, on a donc commencé à travailler, et c'est là la notion d'échelle, Guillaume en a parlé, on a dû à chaque fois faire des allers-retours entre l'échelle globale et l'échelle de la parcelle pour voir comment faire passer des corridors écologiques dans certaines parcelles. Et là, le jeu sur les lisières, on y viendra plus tard, est intervenu. Donc, quelque chose qui est très important, on ne voulait pas, souvent l'écologie, tout le monde en parle, pas tout le monde en fait, on entend beaucoup parler de greenwashing, etc. On ne voulait pas juste qu'il y ait des couleurs vertes sur la carte en disant regardez, on a un parc écologique. Non, on voulait vraiment que l'écologue ait un vrai projet assumé. Et donc voilà, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à tirer complètement ces corridors écologiques à travers le parc. Et donc on serait plus sur un fonctionnement en îlot avec certaines zones où justement il faudrait travailler un peu plus finement. Mais on ne peut pas dédier toute cette zone, ce cœur de parc agricole, donc Guillaume y reviendra. Il faut qu'il reste productif et il va falloir que l'écologie quand même trouve sa place là-dedans. Encore une fois, la notion d'épaisseur de lisière a été un levier de travail. Et donc cette slide a forcément, on dit sur le potentiel agricole, ils n'ont pas pu avoir 100% de ce qu'ils voulaient à la base. Il y a eu 17 hectares qui ont été levés, il me semble. Et pour autant, on a pu aboutir à une vraie stratégie agricole que je te laisse développer. Ouais, ce qui est important que le public sache, c'est qu'avec les écologues, on a eu des discussions importantes sur la place de l'arbre au sein de ce territoire. Au démarrage, on avait pris un spécialiste de l'agroforesterie dans l'équipe. Enfin, il est toujours dans l'équipe, mais il n'a pas pris autant d'essor qu'on avait imaginé. C'est un Agrouf, j'en fais la pub entre guillemets, parce qu'ils sont hyper précis et super bons sur l'agroforesterie. Et en fait, dans les discussions avec les écologues, on s'est rendu compte que ce qui était recherché dans ce territoire, c'était aussi des espaces très ouverts. Des espaces pour que les reptiles, notamment, puissent circuler, des espaces pour que la chouette d'Athéna, la chouette chevêche d'Athéna, qui est un rapace, puisse chasser. Donc, il ne lui fallait pas des arbres, en fait. Et donc, l'arbre a été finalement pas mis de côté, mais ça n'a pas été l'élément moteur du parc. Alors qu'initialement, avec Mathieu, on s'était imaginé que l'arbre allait vraiment être au central dans le dimensionnement de ce parc agricole, avec l'arbre fruitier notamment, ou l'agroforesterie. Mais on se rendait compte, avec les discussions avec les écologues, que ce n'était pas forcément compatible biologiquement, écologiquement. C'est ça, pour la notion non pas à la parcelle, mais sur ces corridors écologiques. Quand on se dit de façon simple, il y a une terre à nu, et puis en fait, on va planter un grand verger plein d'arbres diversifiés, on se dit c'est bien pour l'écologie. L'écologue nous disait non, attention, aujourd'hui, l'écosystème en place est une prairie ouverte, avec tous ces rapaces qui en profitent pour chasser les mulots, etc., etc. Demain, vous mettez un verger, vous brisez tout ça, il y aura peut-être quelque chose d'autre qui va s'installer.
ou pas, ou ça mettra beaucoup de temps. Donc c'était vraiment, l'écologue nous a vraiment fait prendre en compte que c'est la mutation de l'écosystème en place ne garantit pas une continuité par la suite. Ouais. Donc c'est vrai que dans les études agro, on avait 60 hectares en plus qu'on pouvait apporter pour nourrir la ville de Marseille, en fait. Nourrir la ville en fleurs, nourrir la ville en fruits, nourrir la ville en légumes. On avait des injonctions très fortes du maire de Marseille et de la directrice, la présidente de la métropole, pardon, donc, qui sont normalement pas forcément d'accord sur beaucoup de points, mais là, ils étaient vraiment d'accord pour que ce parc soit nourricier pour la ville de Marseille. Et produisent des végétaux. Et voilà. Donc le fait de réduire la capacité productive de ce parc, de passer de 60 hectares potentiels à 47, parce que c'est ça, c'était dans les discussions avec les écologues. Ils nous ont un peu, entre guillemets, réduit la potentialité agricole au profit d'une potentialité écologique. Voilà. C'est ça qui est aussi important que vous ayez en tête. Donc c'est un parc qui est à la fois écologique et en même temps productif. Et dans les calculs de production, donc, en fait, nous, on a travaillé à la parcelle en imaginant le futur agricole du parc, en disant, alors ce qui sera au-dessus du canal, on sait très bien que l'eau, d'un point de vue si elle n'est pas distribuée gravitairement, il faudra des pompes, ça va coûter d'argent, donc on va essayer d'éviter d'utiliser de l'eau du canal pour irriguer les parcelles hautes. Donc tout ce qui est situé au-dessus du canal, on sera sur des productions de type sèche, de l'amande, ce qu'on appelle les PAM, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, qui nécessitent beaucoup moins d'irrigation. Et ce qui est situé justement sous le canal, on pourra l'irriguer avec des techniques innovantes, modernes, de goutte à goutte notamment, mais autres. On pourra plutôt aller vers du maraîchage ou de l'arboriculture. On a échangé énormément et on pourra discuter de ça avec vous si vous voulez dans la phase discussion avec les gestionnaires de canal qui nous disaient en fait utilisez l'eau s'il vous plaît, on a besoin que le canal fonctionne en été. Et on a tellement réussi à juguler les fuites, on a besoin que vous utilisiez l'eau du canal parce qu'en fait sinon l'eau stagne, on a des problématiques de listeria et de problématiques de bactéries sur l'eau stagnante, donc il faut que finalement ce canal soit utilisé. Donc on n'avait pas ce verrou, en tout cas sur le moyen long terme, donc 15, 20, 30 ans. Ils étaient là à nous dire, allez-y, pendant 15, 20, 30 ans, il n'y a pas de souci, vous pourrez lancer une agriculture qui utilise un peu plus l'eau, donc le maraîchage et l'arboriculture. Donc c'est ce qu'on a déployé dans la partie sud du canal. Et là, on arrive à, finalement dans des calculs pas forcément alambiqués, on utilise un outil qui s'appelle Parcelle, qui est un outil qui permet de modéliser la quantité de produits qu'on peut fournir à une population quand on lui donne la parcelle initiale. Donc on lui dit j'ai 15 hectares de maraîchage, j'ai 10 hectares d'arboriculture, et l'outil calcule et vous propose le nombre de personnes qui peut être nourries grâce à ces parcelles. C'est un outil assez robuste qui a été validé scientifiquement par l'INRAE et par Terre de Liens. Donc on arrive à finalement nourrir 5000 personnes quand même. Parce que c'est pas neutre, mais ça reste relativement petit. Par rapport à Marseille, on est sur presque 1 million d'habitants, donc vous voyez les échelles entre 5000 personnes versus 1 million. Le parc ne pourra pas nourrir du tout l'intégralité de la ville de Marseille. Il pourra éventuellement nourrir des populations à proximité. Ce qu'on a aussi travaillé avec Mathieu et les équipes, ce sont des lieux de mutualisation que les agriculteurs ont besoin d'optimiser, par exemple la vente ou la distribution de leurs produits. Donc là, il y a eu des parcelles dédiées à la centralisation des produits, la commercialisation. Il y a aussi, on a travaillé sur la gestion des déchets, des intrants, parce que ça va générer aussi beaucoup de matière organique qu'il va falloir recycler dans les parcelles. Donc il y a des lieux de stockage de cette matière qui ne sont pas montrés ici. Et puis on a travaillé aussi sur la partie, je dirais, plus sur la partie technique et scientifique, parce que ces agriculteurs vont avoir besoin d'aide. Et là, on a eu des partenariats avec des instituts de recherche qui sont situés à proximité pour pouvoir aider techniquement les agriculteurs qui s'installeront. Et l'idée là, j'en terminerai sur ce volet agricole, c'est d'avoir environ une petite dizaine d'exploitations installées. Et ça génère entre 50 et 60 ETP, donc des emplois. Voilà, je dis 10 parce qu'on a volontairement été vers l'arboriculture, qui développe aussi qui a besoin de beaucoup de surface. Un arboriculteur en dessous de 8 hectares, 10 hectares, c'est un peu son minimum viable économiquement. Un maraîcher, 1 hectare, un peu moins d'1 hectare, on y arrive.
à générer un équilibre économique. L'horticulture, hein, on a déployé aussi de l'horticulture, on est aussi sur 1 hectare, un peu comme le maraîcher. C'est des surfaces un peu minimales en dessous duquel on ne voulait pas forcément aller pour ne pas non plus aller vers des modèles économiques agricoles trop complexes. Parce qu'on peut arriver, hein, il y a des études qui montrent que sur 1000 mètres carrés, on peut être autonome économiquement en agriculture et notamment en maraîchage. Mais c'est quand même des gens très spécifiques et ils sont assez rares en France à maîtriser si bien les cycles et à être aussi bons au niveau commercialisation des produits. Voilà, moi je peux vous parler des heures de ce sujet, donc je vais passer. Juste, je rebondis sur les 5000 personnes. C'est important parce que justement dans le programme du parc, dans l'objectif qu'on voulait atteindre, il y avait, voilà, on voit qu'il y a encore un sujet d'échelle. On n'est pas sur un objet qui va permettre de nourrir une part significative de la ville. L'objectif était bien de proposer un projet d'urbanisme, un projet de paysage qui concilie de l'agricole et tout ce qu'on peut faire, tant mieux, et ça sera une pièce de l'échiquier, qui est fonctionnellement, écologiquement fonctionne, et encore une fois, pour les gens, une mosaïque de parcs urbains, de cheminement d'eau, etc. Mais voilà, l'approche, elle était vraiment plurisectorielle et pas focalisée sur l'agriculture uniquement. Et finalement, quand on essaye aussi de travailler un peu plus finement, donc nous on s'est arrêté là en termes d'échelle, c'est-à-dire on n'est pas allé plus loin dans le dessin. On l'a peut-être pas dit en introduction, on a oublié de le dire, mais la mission c'était autour d'un plan guide. Donc ce qu'on appelle un plan guide, c'est on insuffle les premières idées à la maîtrise d'ouvrage, donc au client, et ensuite c'est réapproprié par des maîtres d'œuvre, par des experts, par des entreprises. Ça va beaucoup plus dans le détail. Nous on était en amont quand même. Donc à l'échelle du plan guide, Mathieu et ses équipes ont déjà dessiner ce genre d'interface entre l'agriculture, les enjeux écologiques, les enjeux de circulation de mode doux, hein, comment on fait circuler des gens entre les parcelles. Quand on voit ce type de coupe, de dessin, une des questions qui vient en tête, je ne sais pas si ça vous interroge, mais c'est la gestion de ça, l'entretien, la maintenance. Qui va entretenir ces espaces ? Un écologue vous dira ça va s'entretenir tout seul. En fait, la réalité, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Il faudra quand même intervenir à minima sur ces espaces-là. Donc là, l'idée, ça va être de travailler avec les futurs agriculteurs pour qu'eux-mêmes deviennent gestionnaires de ces espaces de nature. Donc les agriculteurs ont leurs parcelles et en même temps, dans leur bail rural et environnemental, on partira sur un bail de ce type-là, les obligera à entretenir de manière écologique ces parcelles, ces haies de séparation entre les parcelles agricoles. C'est ça, parce que c'est compliqué de dire à un agriculteur qui est propriétaire jusqu'à sa limite de cadastre que pour des raisons écologiques, etc., il doit arrêter ses cultures à une certaine distance pour pouvoir établir ce corridor écologique. Dans théorie, déjà, il y en a la moitié qui ne sont pas forcément d'accord. Et après, même ceux qui sont d'accord, quand on leur dit concrètement, ben là, ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes à 15 mètres de ta parcelle pour laisser la haie, tu verras, qui apportera de l'ombre, qui apportera aussi un écosystème, etc. C'est des discussions qui, au final, qu'on a dû avoir au cas par cas. Et ce n'est pas forcément évident. Ce qui est compliqué quand même, et on a le temps un petit peu d'en discuter, mais c'est une fois qu'on a donné un bail rural à un agriculteur ou à un exploitant, il est dans son droit de faire ce qu'il veut presque. Enfin, il a quand même respecté l'environnement et avoir un minimum de pratiques agricoles vertueuses, mais rien ne l'empêche de déployer des serres, par exemple, donc d'artificialiser une partie de sa parcelle. Rien n'empêche de créer des espaces de circulation. Rien ne va l'empêcher de stocker du matériel n'importe comment à l'arrière de ses bâtiments. Même s'il a une démarche biologique, c'est pas parce qu'on a le label biologique qu'on est forcément écologique, en fait, aussi. Et ça, un écologue, il est assez sensible à ça. Et c'est vrai, quand on voit des parcelles de maraîchage biologique, labellisées bio, c'est pas forcément toujours rose au niveau biodiversité. Donc ça fait toujours un peu peur aux écologues. Il y avait cette discussion-là de comment on peut protéger, entre guillemets, l'écologie et empêcher des dérives. Et actuellement, il n'y a pas forcément d'outils juridiques en termes de bail, en termes de protection, qui soit très fort. Donc la métropole réfléchit, et là nous on a laissé les choses, c'est plus notre mission entre guillemets, à voir comment au niveau du parc on pourrait recréer une charte qui obligerait les exploitants à respecter un certain nombre de données écologiques. C'est vrai qu'un agriculteur qui est en droit pour faire un maraîchage d'établir une serre qui est un super outil de production, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes d'écologie, la serre en plastique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et en termes d'impact sur le paysage, si tu es dans un endroit avec une belle vue, une prairie, etc., et d'un coup on vient mettre en obstacle une série de serres, ça pose aussi des questions. Donc toutes ces discussions devaient être faites sur toutes ces thématiques.
Du coup, maintenant, on passe vraiment sur la stratégie macro. Et donc là, on va revenir sur le sujet de base qui était quand même la lutte contre l'étalement urbain. Et voilà, donc la stratégie qui a été établie pour ce projet, c'est donc bien entendu de s'ancrer sur le milieu naturel qui lui est protégé, il n'est impacté par absolument aucune activité. D'établir un cœur de parc, c'est-à-dire une zone qui est préservée de l'urbanisme. On voudrait stopper complètement l'urbanisme au profit d'usage d'affectation de parcelles, soit pour l'agriculture, soit pour l'écologie, soit pour les parcs urbains, le loisir, etc. Mais bloquer l'urbanisme, parce que si on continue l'urbanisme, ça veut dire plus de gens qui viennent, donc il faut faire plus de routes, amener plus de réseaux, etc., etc. Et ça, pour nous, c'est la lisière avec la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas voulu couper notre parc agricole, que ce soit que le cœur de parc. Non, notre parc agricole, il a besoin de l'ancrage sur le milieu naturel et il a besoin de l'ancrage sur la ville. Et il y a justement cette transition avec la ville dense. On voit ces inclusions en fonction de la topographie, etc. Et là, pour nous, c'est la ville qui va suivre son cours, qui va pouvoir se densifier un petit peu en fonction des règlements d'urbanisme, etc. Mais il n'y a pas une rupture franche en disant on fait une réserve d'Indiens, ça c'est un parc, c'est écologiquement vertueux, etc. Puis là, on continue. La ville, ils font ce qu'ils veulent, c'est les quartiers nord de Marseille, c'est pas grave. On veut vraiment établir un lien entre les deux et c'est très important. Et Mathieu, peut-être que j'ai oublié de le dire, on utilise aussi l'agricole pour ça, c'est-à-dire les formes agricoles, j'avais oublié de le signaler, qui sont en interface entre l'urbain et la production pure de maraîchage. Ce sont des formes fonctionnelles, multifonctionnelles. Donc on a imaginé des fermes d'insertion, par exemple, qui fonctionnent relativement bien, où des gens viennent apprendre par l'emploi agricole à se relancer dans la société. Donc ça, des fermes d'insertion, il y en a déjà plusieurs à Marseille. Il y en a une qui est imaginée ici. Des jardins collectifs aussi. Donc on a redimensionné et imaginé des parcelles de jardins collectifs en lisière entre l'urbain et l'agricole. Et des vergers collectifs ont été aussi dessinés dans ces parties un peu d'interface. L'idée, c'était de créer une zone tampon entre guillemets entre les populations et l'agriculture. Des zones qui soient d'une forme d'agriculture non professionnelle et plus sociale. Et un sujet très important aussi qui est la mobilité. Comme on dit aujourd'hui, cette zone, ce parc agricole, il est bâti sur un réseau de bastides. Donc en fait, c'est des chemins qui font peut-être des fois 3 mètres de large. En fait, c'est que des voiries à double sens avec la population qui augmente et ça ne fonctionne absolument pas. Les gens vivent un calvaire pour se déplacer. Surtout qu'en fait, il y a une voirie qui servait de shunt entre la voie rapide et le quartier au-dessus. Donc ça, le matin et le soir, ça bloquait absolument tout. Et donc dans le projet, on a proposé en fait de passer en plein milieu du cœur de parc, non pas de fermer par un sens interdit qui génère des raquettes de retournement, etc., plutôt de mettre un sens unique avec des boucles en tête bêche qui fait qu'on ne peut plus traverser le parc de part en part, on peut pour autant toujours circuler. C'est un aspect très important pour apporter des solutions sur la mobilité sans pour autant élargir et créer des routes qui viendraient prendre du foncier, etc. Au plus on fait de routes, au plus il y aura de voitures. Donc là, c'est plutôt l'idée de diminuer les infrastructures routières. Et donc, après ce travail, on saute un peu les étapes. Et donc, on arrive au premier plan guide, au plan guide V0, qui va, comme on a dit, notre mission, c'était d'établir la feuille de route, la vision. Et donc, en fait, on reconnaît, donc, avec le travail à la parcelle, les enjeux qu'on a présentés précédemment, l'ancrage sur le massif naturel, avec ces corridors écologiques qui traversent tant bien que mal le parc, avec des fois des zones sur lesquelles on ne sera pas préservé, mais c'est des parcs urbains qui vont pouvoir faire le relais, sur lesquels on n'aura pas les mêmes ambitions écologiques, mais pour autant il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer. Tout le potentiel agricole qui a été développé par Guillaume précédemment, qui est inclus, et notamment on voit ce cœur de parc qui apparaît très nettement. Et en brun, les inclusions qui sont les zones urbaines aujourd'hui. On a même une carrière en plein milieu. Elles existent aujourd'hui. Le but du jeu, c'est de travailler avec les gens en place, pas du tout de mettre les gens dehors. Et un mot sur les documents d'urbanisme, parce qu'en fait tout ça, pour que ça puisse se mettre en place, il faut que soit mis en œuvre dans les documents d'urbanisme, c'est un peu la clé. Et en fait, vous voyez le projet, la situation, c'est le PLUI de la métropole aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. On a toutes ces zones en rouge qui sont bloquées en AU, c'est-à-dire les pouvoirs publics doivent décider si finalement ça passe en urbanisé ou si ça en passe en agricole. Et vous voyez en violet, c'est une ZAC. Donc en fait, nous, quand on a démarré, justement, vous voyez les photos, il y a cette ZAC qui venait du sud, et la ZAC devait remonter jusqu'au canal, c'est-à-dire grignoter absolument tout le cœur de parc, tout le parc agricole. Si on transcrit le projet que je vous ai montré juste avant en termes de zonage PLUI, on voit qu'on change un petit peu les couleurs, on change un peu la tendance.
Il n'y a plus de zones qui sont favorables à l'urbanisme. En cœur de parc, on fait uniquement pour l'écologie et l'agriculture. La ZAC, elle existe déjà, bon, on ne va pas la démolir. Par contre, il y a un contour pour arrêter, pour bloquer la ZAC et pour l'arrêter. Et aujourd'hui, les discussions en sont là. C'est-à-dire que le travail a été mené par la métropole. Il y a une pression sur la ville pour construire des logements à Marseille. Du coup, il y a des discussions entre la ville et la métropole sur la prochaine révision du PLUI en disant est-ce qu'on accepte de perdre tous ces droits à construire ici pour faire ce projet de parc agricole ou pas. Il y a un vrai arbitrage des élus qui doit être fait. Et une fois que ce sera inscrit dans les documents d'urbanisme, la vision qu'on a proposée pourra se dérouler par toute une série d'actions sur lesquelles on a plein de maîtres d'ouvrage différents qui ont des actions à mener. Et je laisserai Guillaume terminer. On va conclure, comme ça on vous laissera, si vous avez des questions, j'espère. En conclusion, vous voyez que c'est un nouvel objet urbain qui est en train d'arriver, donc il faut quand même que vous ayez conscience que les parcs agricoles et urbains sont en train de débouler en ville ou à proximité. Donc comment la profession de paysagiste se positionne par rapport à ça et le lien avec le monde agricole. Je sais que certaines entreprises de paysage sont déjà très liées au monde agricole et ont déjà compris cette mutation-là. La traduction réglementaire, vous voyez, ça concerne quand même un autre métier qui est celui des urbanistes, des gens qui fabriquent vraiment la ville au sens réglementaire. Et puis, ce qu'on a un peu effleuré aussi, c'est derrière, c'est des gens. Il faut du monde, il faut des gens motivés pour reprendre des fermes, développer des nouveaux projets agri-urbains, des choses un peu innovantes. Et ça reste la clé de voûte de trouver ces personnes-là qui sont capables de se lancer dans l'aventure de l'agriculture urbaine pour arriver à déployer ce type de parc un peu innovant. Et puis la clé de voûte reste aussi les paysagistes concepteurs. Vous avez vu que c'est eux qui font l'arbitrage de tous ces enjeux un peu complexes, écologie, agriculture. Voilà, on vous remercie et puis on espère que vous avez quelques questions. Merci. On a encore 5-6 minutes. Merci beaucoup. Moi j'ai juste une question au niveau de l'agriculture. C'est du coup c'est sur le travail des parcelles qui sont ajoutées et du coup il y a deux pôles. Il y a un niveau économique pour les paysans et la charge supplémentaire qu'il doit apporter. Que j'arrive pas à comprendre comment exactement ça peut marcher. Parce que du coup, certes on leur donne des zones où soit elles sont enlevées, ça j'ai pas tout exactement compris. Ouais. Mais d'un, on va du coup sur leur ligne que vous faisiez d'aménagement arbustif et de tout ce qui est installation d'eau et ainsi de suite, ces parts elles vont s'imputer sur les terres agricoles. Ouais. Et du coup, c'est la question que je me pose, c'est économiquement comment c'est viable. Et le deuxièmement, en plus d'avoir cette problématique économique qui va leur arriver, c'est qu'en plus, ces paysans, ils vont devoir se réoccuper, en plus d'avoir une gestion, ça va être à eux de gérer l'écologie de la zone et de la biodiversité. Mais après, ils sont rémunérés pour ça. L'idée, c'est qu'ils aient soit des charges de leur loyer, le bail rural, soit plus faibles, du fait qu'ils soient gestionnaires de l'espace, soit qu'ils récupèrent aussi des... Alors, je ne suis pas spécialiste de la gestion de la biodiversité, mais il y a des financements pour gérer la biodiversité. Que probablement peut-être des personnes dans la salle connaissent mieux que moi. Mais du coup, l'idée, c'est que les agriculteurs récupèrent ces financements de gestion de la biodiversité, de gestion des espaces de nature à proximité de leurs parcelles. Et ta question sur le dimensionnement des parcelles, c'est anticiper le fait qu'une partie des parcelles seront occupées par les circulations pour les desservir, qu'une partie de la parcelle sera occupée pour effectivement augmenter l'épaisseur de nature, donc de haies en lisière. Et tout ça, on l'a anticipé dans les calculs et dans les scénarios agricoles qu'on a imaginés. Ce qui est important aussi, de savoir, c'est que la métropole paye une bonne partie de l'arrivée des tuyaux, de l'arrivée de la voirie. Tu vois, en fait, les agriculteurs récupèrent une parcelle qui est entre guillemets presque viabilisée. Il leur reste encore un peu de travaux, bien sûr, pour eux, mais ils récupèrent quand même une parcelle de bonne qualité. C'est pas un truc sauvage qu'on leur laisse comme ça et débrouillez-vous pour investir dessus. Il y a quand même un effort collectif de la collectivité qui est mis sur la parcelle. Et sur d'autres systèmes, on a des retours par rapport à la pérennité de cette histoire pour les agriculteurs ? En fait, c'est des modèles justement qu'on n'a pas voulu trop originaux. En fait, on a travaillé aussi avec les chambres d'agriculture pour être. Et puis, moi qui travaille depuis un moment dans l'agriculture urbaine, il y a des formes plus pionnières, tu vois, qui prennent plus de risques, avec des gens qui réussissent et d'autres qui réussissent pas, tu vois. Là, on est plutôt sur une forme de maraîchage bio-intensif assez classique, tu vois, 1,5 hectare, 2 hectares.
Là, on sait très bien que ça fonctionne. On sait très bien qu'il y a des savoir-faire historiques, tu vois, de maraîchage. Donc, on n'a pas pris un risque démesuré dans les dimensionnements technico-économiques. On aurait pu prendre plus de risques en fragmentant encore plus les parcelles. Ce qui est assez marrant, on ne l'a pas dit, mais sur les 3 nouveaux qui sont arrivés, là, il y en a un, on lui a donné une parcelle trop grande. Il avait 2,2 hectares, Rémi, je crois. Et au final, il s'est dit, en fait, c'est trop grand pour moi. Moi, j'ai besoin que d'1 hectare 2. Il me reste encore 1 hectare. Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, il a été chercher un copain à lui qui fait de la poule, de la volaille, de l'œuf. Et du coup, ils se sont associés. Ils ont créé un GAEC. Tu vois, donc un GAEC, c'est un assemblage de 2, voilà, pour créer cette nouvelle exploitation, parce que la parcelle était trop petite, en fait. Trop grande, pardon. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas voir cette coupe-là comme en disant les agriculteurs en place, on va d'emblée commencer par les amputer de 15 mètres. Les agriculteurs qui sont en place, ils sont là, ils sont bien, on ne va pas les toucher tout de suite. Il y a une notion de priorisation quand même du parc agricole, et c'est plutôt dans l'installation des nouveaux agriculteurs qui sont aujourd'hui soit sur des friches, etc., où on va mettre en place des modèles économiques qui permettent d'avoir cette frange en lisière. Avant d'aller demander à l'agriculteur qui aujourd'hui a son modèle depuis 20 ans, etc., de reculer, il y a le temps. Le parc agricole, il ne va pas se faire en 5 ans. On est plutôt sur un horizon à 30 ans. Donc voilà, c'est plutôt dans le travail avec les nouveaux. Et on espère qu'après, ça fera un appel d'air, que tout le monde comprendra qu'il faut jouer ce jeu. C'est bon? Ah, il y a des questions là-bas. Bonjour. La notion de lisière entre les haies et les parcelles agricoles, la perte écologique des friches, la modification de la biodiversité de ces espaces, comment elle a été anticipée, comment elle a été prévue, et j'avais une deuxième question. Qui est le porteur de projet de tout ça? Alors, pour le premier volet, il y a justement eu les écologues qui ont travaillé depuis le début, hein, qui ont mesuré l'impact du projet, tout en voulant garantir la fonctionnalité. On y revient, ce n'est pas une écologie à la parcelle, de vouloir justement, pour eux, que l'impact du projet garantisse une fonctionnalité écologique. Ça, c'est important, et c'est eux qui l'ont mesuré. Dans les termes techniques, ils ne sont pas là aujourd'hui, je ne pourrais pas le dire précisément, mais ça a été fait. Et après, pour la deuxième question, l'étude là, elle a été missionnée par la métropole. Et après de ça, nous, on a fait le boulot de plan guide et on a fait une série de ce qu'on a appelé de fiches actions. Et justement, c'est parce que, en fonction des différentes compétences, la stratification du système français fait que les compétences sont très diverses. On a le département qui doit s'occuper des parcelles sur lesquelles était prévue la route. On a la ville de Marseille qui doit s'occuper des parcs urbains publics. On a etc., etc. Et tout le monde, toute une chaîne. Les études de mobilité sont portées par la métropole. Et aujourd'hui, la gouvernance de tout ça est à la métropole. On va prendre une dernière question très rapidement. Bonjour. Une autre question, c'était qui est propriétaire aujourd'hui de ces parcelles? Est-ce que la collectivité a la maîtrise foncière en fait de l'ensemble du site, ou sinon quelle est la réaction des propriétaires quand on leur dit que des zones urbanisées qui peuvent accueillir du logement vont être changées en zonage agricole, qui dit perte de valeur de leur terrain en fait? Très très bonne question. Grosse partie du territoire est privée. Donc on est à peu près à 35% en public et le reste en privé. Donc effectivement, la question est très très pertinente. Il y a un gros travail de fond qui est mené par des gens de terrain là, en ce moment sur Marseille, pour rencontrer tous les propriétaires privés et leur expliquer la mutation de leurs parcelles. Alors il se trouve qu'une grosse partie de ces propriétaires privés sont des anciens agriculteurs ou issus de familles agricoles. Donc il y a une sensibilité agricole quand même dans la grande majorité d'entre eux. Ils ne sont pas si nombreux, on avait fait un peu les études préalables, ils sont une petite quinzaine. Et sur la quinzaine, il y en a 10 qui viennent de ce monde agricole historique. Donc ils sont quand même, on arrivera à leur faire comprendre, parce qu'en fait ils n'auront pas vraiment le choix. Je pense que ta question est subtile, parce que je pense que tu es dans le monde de l'urbain, mais la vision que Mathieu a montrée du PLU qui change, en fait, une fois qu'un PLU il est changé, la terre elle est agricole et elle est agricole. Et donc les personnes qui imaginaient faire de l'argent en revendant une terre à urbaniser, et qui finalement elle devient agricole, c'est compliqué pour eux de la vendre, et c'est même impossible. Donc, une terre agricole, ça coûte beaucoup moins cher qu'une terre à urbaniser. Bon, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Donc c'est en cours de discussion chez les deux. Il y a la notion de charte et voilà. Et
Puis juste pour terminer aussi, donc le parc, comme on disait, ne va pas se faire en quelques années. Par contre, les actions prioritaires, elles sont menées sur le foncier public. Parce que lorsque justement les pouvoirs publics maîtrisent le foncier, ça permet d'impulser déjà certaines actions, parallèlement de mettre à jour les documents d'urbanisme. Et après, les gens verront que la stratégie sur le territoire, elle est vouée sur l'écologie et l'agriculture. Et donc, la promotion immobilière se fera ailleurs. Du moins, c'est ce qu'on espère. Merci à tous pour votre présence à cette conférence. Merci Mathieu, merci Guillaume. On va laisser la place à la conférence suivante si vous souhaitez rester. C'est une thématique sociale.